Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Donc bienvenue à tous pour le 43e épisode de Lift Talk. Toujours à 3 avec le gros Vic et le Saiyan végan. Yo, salut. Rappelle qui t'avait appelé comme ça. Moi, ça m'avait fendu de rire. C'était Alexandre de 012 Workout. Ah oui, il m'avait appelé le Saiyan végan. Dédicace à Alexandre si tu nous écoutes. Donc là, aujourd'hui, Victor, il va introduire le premier sujet qui va s'étaler, je pense, en 3 grosses parties. Donc je te laisse la parole, Victor. Alors là, on vous a donc déjà quand même pas mal parlé de compétition, mais à l'approche des championnats de France, la FNSL 4 mouvements, on souhaitait vous en reparler encore un peu, mais sous un angle qu'on avait beaucoup moins abordé, voire peut-être quasiment pas du tout. C'était l'aspect plus mindset, l'approche d'un point de vue psychologique sur le avant, le pendant et le après. Comment gérer l'appréhension, la hype et peut-être d'autres petits trucs aussi d'un point de vue organisationnel qu'on n'a pas peut-être pas tant parlé que ça. Et aussi le après, ça c'est un truc qu'on n'a pas du tout abordé. Le après, c'est-à-dire comment reprendre l'entraînement, comment psychologiquement aussi se remettre dedans, parce que souvent post-compète, on a un petit peu cette flemme parce que on a fait l'objectif, on l'a atteint ou pas d'ailleurs en fonction de ce qu'on s'est réalisé, mais en tout cas on a fait la compétition qu'on souhaitait faire depuis un petit moment, et du coup parfois c'est un peu dur de s'y remettre, de se relancer dedans. Donc là on souhaitait un peu vous aborder tout ça en commençant avec évidemment le avant. Donc là on va pas tellement vous parler de planification, ou alors vraiment juste pour imager par-ci par-là, parce que sur la planification vous avez déjà fait plusieurs épisodes. On essaiera peut-être de vous remettre en, comment dire, quand on partagera le podcast en story, on essaiera de les mentionner pour que vous ayez les numéros des épisodes et pouvoir vous rediriger vers ces épisodes-là pour avoir une petite vue d'ensemble. Mais donc, disons, sur le avant déjà, l'aspect psychologique, de toute façon, c'est simple. Mon bon vieux Saiyan végan, comment toi, par exemple, tu appréhendes FNSL 4 mouvements qui arrive d'ici moins de 2 semaines? Psychologiquement, comment tu vois les choses? Comment tu ressens les choses et comment tu fais justement pour supporter cette attente interminable? Eh bien, déjà, je me suis élaboré un petit plan sur le fait des charges que je vais devoir annoncer à la FNSL, déjà. Ok. Donc, comme ça, tu vois, sur le plan de l'entraînement, je m'attends aussi au fait que j'arrive à soulever ces charges et que ça soit aussi cohérent avec ce que je fais. Parce que Bien sûr. ça sert à rien de se projeter dans le sens où on va donner le maximum et de PR sur tous les mouvements, alors que c'est pas du tout ça. Le but, c'est de se donner à 100% sur tous les mouvements, PR ou non, en fait. Donc, Bien sûr. En c'est fonction pas de la parce forme du jour qu'on. J, de la forme de la prépa et tout. C'est ça. Donc, on essaie quand même au mieux d'être au mieux sur le jour de la compétition, mais le but, c'est de parfait, de faire ça proprement pour arriver, comme j'ai dit, au mieux sur la compétition. Carrément. Et donc, toi, Et ben psychologiquement. alors moi, écoute, moi, il n'y a pas trop de soucis. Moi, généralement, je suis plus dans comment dire, dans une attente très forte, parce que j'ai hâte tout simplement de faire les choses, de faire le boulot. Mais comme j'aime bien dire, de toute façon, l'entraînement est plus simple que la compétition en elle-même. Moi, je Ouais, trouve, c'est mon c'est ça. ressenti. C'est-à-dire que Ouais. quand tu fais la compétition, tu fais 4 fois 3 singles, sachant que il y a une single à chaque fois qui reste pas sur une intensité très haute. La barre d'ouverture, généralement, bon, c'est pas, elle te fatigue pas particulièrement. À partir de la deuxième, ça commence à être un peu plus intense. Et la troisième, c'est full grind, généralement, en fonction de ce que tu planifies et comment tu vois le match. Et du coup, finalement, c'est pas si intense quand tu y réfléchis par rapport à des entraînements qu'on peut faire avec des back-off sur les séances, avec du volume, avec ensuite des exercices d'assistance, etc., etc. Ce qui fait que psychologiquement, déjà, moi, je sais que j'ai pas l'appréhension
de devoir forcer le jour J, parce que je sais que ce sera pas un moment dur à passer, entre guillemets, ce sera la concrétisation de l'entraînement que j'aurais fait avant. Donc ça, j'ai plus l'impatience de voir en fait comment le processus justement a fonctionné, si j'ai réussi vraiment à surcompenser correctement, à avoir l'énergie qu'il me faut le jour J, etc. etc. Et c'est plus ça, on va dire, que j'ai en tête. Donc moi, ce qui peut m'arriver de faire, c'est justement d'être un peu trop tout le temps sur mon téléphone, à re-regarder comment j'ai passé telle barre, tel truc, etc., qui est plus ou moins proche de mon opener, qui est plus ou moins proche de ma deuxième barre, sur tel mouvement et tout. Essayer de comparer, de réfléchir, de revoir un petit peu le plan, de faire des ajustements. Et en fait, ces trucs-là, c'est des trucs que je déconseille vraiment. J'arrive de plus en plus, moi, à m'y détacher. Parce que souvent, en fait, quand je finis un entraînement, le soir, je suis là, paf, je regarde mes vidéos, je regarde mon plan, ce que j'ai prévu sur les semaines suivantes, même si c'est toujours amené à potentiellement changer, mais je le regarde justement, je réfléchis, tac, est-ce que je pourrais pas optimiser ça, est-ce que je pourrais pas optimiser ça. Donc ça, bon, c'est quand on s'auto-coach, mais quand vous êtes coaché, c'est un peu le même principe, c'est trust de process. Faites confiance à ce que vous avez prévu à un instant T, faites confiance à ce que votre coach a prévu pour vous, et après, votre coach ou vous-même, une fois que vous avez fait le truc, là, vous saurez, peut-être même au moment où vous ferez votre séance, qu'il faudra peut-être revoir des trucs. Ok, là, je sens que ce jour-là, je suis pas hyper en forme par rapport à ce que j'avais prévu. Ça peut arriver. Et là, peut-être revoir un petit peu à la baisse pour pas exploser niveau RPE et que du coup, ça se passe pas comme vous vouliez. Ou même que, en plus de vous fatiguer davantage, accumuler plus de fatigue que prévu, et qu'en plus, vous créez peut-être des barrières psychologiques, des appréhensions autour de certaines charges. Plutôt justement essayer de vous éloigner de ce genre de truc, surtout proche de la compétition pour limiter cet impact psychologique, cet impact mental que ça peut avoir sur vous. Donc ça, déjà, ça peut être une bonne stratégie, mais aussi, comme je l'ai dit, ne pas être sans cesse derrière son plan d'entraînement après chaque séance en se disant « Ok, là, putain, c'est super. Là, pour le coup, j'étais super en forme. » Donc, à l'inverse aussi, se dire « Putain, je vais pouvoir mettre encore plus que ce que j'avais prévu la semaine pro. » Alors que ça peut être tout à fait contre-productif parce que soit vous ne serez pas aussi en forme que ça la semaine pro, ou alors parce que tout simplement, en fait, il fallait pas forcer autant que ce que vous auriez voulu la semaine pro à ce moment-là, et toujours en fait respecter vraiment cette logique de timing, etc., etc. Ça, c'est vraiment une notion qui est hyper importante parce que plus vous vous éloignez de ça, je sais pas si toi, Marco, tu as un petit peu des élèves justement qui ont cette approche-là, et je sais pas comment tu la gères parce qu'il y a aussi le point de vue évidemment coach. Moi, j'ai pas tellement de compétiteurs que je suis, j'en ai assez peu, donc j'ai moins ce retour-là, et c'est pour le coup des gens qui sont plutôt assez calmes, qui n'ont pas trop d'appréhension, voire même presque l'inverse. Il n'y a pas énormément besoin de les rassurer, ou alors vraiment sur des points très précis. Je sais pas toi, Marco, un petit peu comment tu gères ça avec les gens que tu suis. J'ai pas mal d'exemples à développer, mais juste avant, justement, je voulais faire une petite aparté, un petit point actu du street lifting, où là, on vient de voir un petit peu la mise à jour au niveau des minima sur chaque KT, et en off, on disait que c'était monstrueux, le niveau là, en un an, mais c'est un truc de malade. Euh, donc, euh, donc voilà, les gars, vous êtes dans la merde, va falloir vous entraîner encore plus dur si vous voulez faire les France, parce que là, c'est en train d'exploser. Genre en moins de 80, je crois que c'est 425, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, donc en gros, il y a, comme on vous l'a souvent dit, il y a trois grosses KT où il y a énormément de concurrence, c'est moins de 73, moins de 80, moins de 87. C'est là forcément aussi où il y a le plus de monde. Et le niveau est super élevé. En plus de ça, ils ont pris des mesures justement pour, comment dire, rendre le truc un petit peu plus safe au niveau des contrôles des poids. Parce que voilà, il y en avait d'autres, il y en avait certains qui avaient gratté. Il y Parce avait des sacrés loulous, quoi. ouais, des bons loulous, ouais. Et voilà quoi. Donc c'est vraiment un truc de fou. À savoir que quand même, les totaux qu'on envoie pour les sélections, c'est souvent des totaux qui sont pas représentatifs réellement Non. de ce qui va être fait en compétition. Mm. Et justement, là, pour faire le parallèle un petit peu avec la question que tu m'as posée, Victor, c'est que, en fait, à tort, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils vont perdre sur tous les mouvements en compétition, quoi. Alors, ça peut être possible, hein. C'est pas un truc qui est impossible, mais ça se passe pas souvent comme ça. Et je dirais c'est encore moins le cas en street lifting que ça ne l'est en power, par exemple. Parce que on vous l'a aussi souvent dit, les compètes sont très longues.
C'est très fatigant, c'est usant. On arrive en fin de compète, on est un petit peu rincé nerveusement. Donc voilà, surtout sur le squat, je dirais qu'il y a très souvent des sous-performances, voire en fait voilà, des performances, on va dire, moyennes par Mm. rapport à ce qu'on s'était fixé, mais c'est quand même extrêmement rare un mec, je sais pas, qui perd plus 15 par rapport à son squat de sélection, par exemple. Et puis, justement, pour moi, un petit peu développer au niveau des élèves, bah, en fait, il y a des grosses disparités au niveau des personnes parce que chaque personne a sa personnalité. Il y a aussi un petit peu la différence homme-femme. Forcément, les femmes sont un petit peu plus dans l'émotionnel, un petit peu plus à fleur de peau, etc. Donc ça aussi, c'est important d'être dans l'empathie, de comprendre tout ça et de rassurer en fait énormément. Moi, ce que je constate, c'est que les femmes ont beaucoup plus besoin d'être rassurées que les hommes. Mais c'est un truc qui est normal, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Globalement, hein. Après, il y a des femmes, par exemple, qui n'ont pas du tout besoin d'être rassurées. D'ailleurs, il y en a une très proche qui me fait penser à ça, c'est Christelle. Christelle, là-dessus, tu vois, c'est un mec, tu vois, genre, elle exécute le plan, elle se pose pas de questions, elle va à la compétition, elle fait son truc, mais La bonne soldate. ouais, exactement. Ouais. Et ça, c'est plutôt rare. Et en fait, bah, moi, ce que je vois aussi, c'est que la pression, forcément, elle monte au fur et à mesure des semaines. Et ça, c'est vraiment palpable. Tu vois, tu le sens au niveau des échanges, etc. Et ça, encore une fois, moi, je considère que c'est normal aussi. Après, justement, faut faire en sorte de rassurer la personne d'un point de vue psychologique, émotionnel, et puis aussi la rassurer en ayant une programmation qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire quand même programmer des top singles avec des pourcentages assez élevés, etc., pour que la personne aussi voit un petit peu où elle en est. Parce qu'en fait, on pourrait être dans une démarche où on reste assez loin, par exemple. Enfin, quand je dis assez loin, c'est RPE8, quoi, hein, des charges max. Et il y a des gens que ça rassure absolument pas. Il y en a d'autres qui peuvent occulter ça. Je pense bah, d'ailleurs à toi, Victor. Je pense que dans des phases préparatoires, tu restes assez loin sur des top singles de charge max. Et Bah, toi, c'est ça simple va? pour l'anecdote. Ouais. Rapidement, le plus gros squat que j'ai fait avant Final Rep où j'ai fait 247,5 en troisième barre, c'était 230. Ok, donc ouais, bah là c'est ultra concret. Alors que tu vois, par exemple, moi je programme justement exprès pour enlever un stress, etc. et les rassurer à certaines personnes, des fois des max qui sont peut-être à 5 kilos sur un dips, par exemple, de ce qu'elle est potentiellement, enfin dans l'instant T en tout cas, ce qu'elle serait capable de Capable de faire. faire, ouais. Voilà. Donc voilà, en fait, il faut vraiment s'adapter. Moi, je le dis encore une fois, comment la caractéristique numéro un d'un coach, c'est l'adaptation. Et il faut que vous vous adaptez en fonction de la personne avec qui vous avez affaire. Ça, c'est hyper important. Mais ouais, globalement, en fait, aussi, ces personnes qui sont pas rassurées par rapport à l'arrivée de l'échéance, c'est des personnes aussi qui peuvent remettre en question un petit peu, et ça, on le voit, moi, je le vois souvent quand même, parce que j'ai pas mal de gens à l'inverse qui font des compètes. Et il y a des gens, ils arrivent à l'échéance, en fait, proche de l'échéance, et peut-être qu'ils ils font pas ce qu'ils avaient prévu de faire, en fait, ce qu'ils avaient projeté. Et du Ah coup, oui, ils oui. sont là en train de remettre tout en question, en fait. Même limite, ils sont en train de remettre leur participation à la compète, quoi, tu vois. Ouais, oui, oui, oui. Mais Euh, Ouais. l'influence des réseaux aussi joue ouais, énormément bah dessus parce que exactement. Ouais, bah, franchement, bah, Sayan, c'est exactement ça. Et il y a un mec ici, et bah, il va vous dévoiler sa technique. Je te Et laisse ben la parole, ma frérot. technique, c'est très simple.
c'est de bloquer les stories de toutes les personnes qui participent à la compétition, ou que ce soit dans ma caté ou pas d'ailleurs, pour simplement pas voir de grosses barres, pas voir ah machin, ah ouais super, j'ai fait ceci sur tel exercice, parce que les réseaux sociaux c'est que montrer ce qui va bien, et du coup en fait si vous voyez que ce qui va bien chez tout le monde, et ben vous ça vous renvoie vers tout ce qui va pas chez vous. Et du coup le truc c'est que même s'il n'y a pas grand chose qui va pas, et ben ça peut vous mettre vraiment en PLS. Donc le mieux c'est d'avancer avec des œillères. Vous savez que vous avancez selon votre protocole, comme j'ai dit, soit en auto-coaching avec ce que vous savez faire, et si vous êtes coaché parce que votre coach sait faire, et après c'est trust the process à fond jusqu'au bout, et après une fois en fait qu'on a fait tout le processus, et le processus en entier ça implique la compétition, et ben on sait en fait si justement ça a plus ou moins fonctionné. Mais en fait avant la compétition, et après je vais te laisser parler Sayan, et je reviendrai là-dessus après, et ben en fait avant on sait pas. On ne sait pas. Même si ça ne va pas terrible, parfois, on ne sait pas parce que la compétition et l'entraînement, c'est deux choses qui sont différentes. Bref, vas-y, je te laisse parler. Ouais. C'est ça, parce qu'avec les réseaux, en fait, on banalise tellement des charges qui sont pas du tout communes. Et le fait de s'abonner à des gens qui sont extrêmement forts dans le milieu du street lifting, en fait, bah, il y a une énorme perte de confiance en soi. Que ça soit 1 ou 2 semaines avant la compétition, en fait, c'est comme il fait Victor, en fait, c'est vraiment supprimer en fait tout ce qu'il y a autour de ça pour vraiment se focaliser sur notre prépa, même si la prépa elle commence déjà bien plusieurs blocs avant. Parce que le dernier bloc, il est seulement là pour résoudre Bah les petits pour détails voilà, c'est techniques, ça. tu vois. C'est ça, voilà. C'est Donc, l'affûtage, quoi. hmm. Donc après aussi, moi je voulais venir sur le fait de qu'est-ce qu'on fait à la compétition par rapport à tout ce qui est warm-up et tout ça, genre psychologiquement. Moi, ce que je me fais, c'est que je me fais toujours les mêmes warm-up à chaque début de séance, tout le temps les mêmes, et que ça soit par exemple sur le squat pour me préparer par exemple sous la barre, bah, c'est ce que je fais aussi sur mes warm-up, enfin sur mes singles, et en compétition, c'est je mets par exemple telle bande de poignet, celle de droite après celle de gauche, je place Ah mon pied oui, gauche sous la barre, ah je oui, place mon pied droit. ritualisé. Vraiment, c'est toujours les mêmes mouvements en fait que je fais à l'entraînement pour les faire en compétition. En fait, c'est un standard que j'ai tout le temps, c'est tout le temps le même pour après quand en compétition je sois pas perdu en fait. Ouais, ça, après, ça, c'est évident, c'est des trucs à mettre en place sur la technique. C'est Même ça. quand je vois en suivi, en début de suivi, des gens qui, même parfois, qui ont des bonnes mécaniques et tout, mais qui se mettent en place, bah, notamment au squat, enfin, même en fait sur traction et dips, et qu'à chaque fois, ils se mettent en place différemment. Hop, quand je C'est ça. m'avance, que je laisse tomber les poids vers l'avant, je mets d'abord mon pied droit, puis une autre série, je mets mon pied gauche, et C'est puis ça. je mets plus ou moins de balancier, j'attends plus ou moins longtemps avant de mettre l'autre pied, etc. Alors qu'en fait, non, il faut vraiment avoir en tête, au début, conscientiser le truc, conscientiser le placement, pour arriver au placement qui va être le plus efficient, pour arriver dans la position où vous vous sentirez le mieux pour entamer ensuite votre série. Mais une fois que vous l'avez conscientisé, il faut laisser le schéma se répéter de manière automatique. Et après, éventuellement, rechanger si les trucs qui vont pas. Mais en compétition, voilà, c'est la même chose. En fait, la compétition, pour faire très simple, il faut pas trop réfléchir. Il faut pas trop réfléchir C'est ça. à ce que vous faites. Il faut vraiment forcer en faisant ce que vous savez faire, tout en nuançant ça, parce qu'il peut arriver que vous ayez un défaut technique particulièrement qui vous pose problème sur tel ou tel exercice. Et par contre, si vous n'y pensez pas, peut-être que justement le fait de trop switch off, vraiment de tourner, d'éteindre le cerveau et de simplement forcer, vous desservira. Le truc qui me vient direct, moi, c'est ce qui m'arrive un petit peu souvent au squat, c'est que quand j'arrive en bas du mouvement, je pousse très très fort de manière très explosive, et souvent j'ai le cul qui se lève avant, ce qui fait que je peux avoir la barre qui peut rouler un petit peu et remonter proche de ma nuque, enfin j'exagère, mais en gros bref, remonter vers ma nuque en termes d'image, et du coup rouler, me faire partir vers l'avant, défixer le dos, etc. Pour faire une petite dédicace d'ailleurs, ça peut, si vous voulez vous imager ça, pardon, allez voir le squat, le troisième essai de Captain à Final Rep, bah, c'est Oui. exactement ce qui lui est arrivé. C'est Ouais. vraiment, il a levé le cul de manière hyper précoce, il a full défixé le haut du dos, la barre a roulé, et du coup, bah, la barre lui a coûté sa vie, quoi. Le mec, vraiment, a forcé comme un ouf. Après, il l'a Ouais. passé. Donc, même si elle n'a pas été validée, voilà, je trouve que c'était quand même un bel effort. Mais pour quand même, évidemment, éviter ce genre de truc, là, c'est vraiment un truc auquel il faut penser. Tu vois, je vais pas me dire, OK, là, je vais penser sur ma descente, hop, je vais mettre mes genoux à tel angle d'ouverture, là, je vais mettre mes coudes tel angle d'ouverture, machin, mon brace, machin. Non, ça, tout ça, c'est C'est ça. automatisé. Je descends, C'est et ça, au c'est moment de standard. pousser, voilà, c'est ça. Et au moment de pousser, là seulement là, je me concentre sur un seul truc technique qui va être de ne pas chercher à lever le cul de manière trop précoce, mais de bien chercher à relever d'un bloc. Quitte à ce que ça me fasse monter moins vite, mais mieux vaut monter moins vite pendant un petit instant de la montée,
plutôt que monter très vite, puis me reprendre une sorte de mur au milieu de la montée et avoir la barre qui commence à rouler. Et là, peut-être carrément de rater, voire même peut-être de me blesser. Donc, c'est vraiment sur ces petits points-là, pareil sur les dips, de ne pas venir d'un seul coup ouvrir le torse hyper violemment dès que j'arrive en bas du mouvement. Hop, je viens ouvrir le torse, je relève la tête comme un ouf pour chercher à me redresser. Non, je reste un peu en contrôle, etc. Toutes ces petites notions-là, voilà. Mais c'est vraiment à chaque fois un point technique par un point technique. C'est ça. C'est pour ça qu'il est très important de se filmer avant tout ça. Donc, tous ces blocs précédents, en fait, serviront justement à standardiser la technique et se rendre compte des défauts, en fait, qu'on peut avoir. Je trouve que C'est exactement ça. ça. Parce qu'en fait, la technique, tu peux pas la changer, en fait, sur la compétition. Tu peux plus rien changer Totalement, parce ouais. qu'en fait, c'est trop tard. Là, faut envoyer et tu peux pas te permettre de réfléchir à 3 trucs en même temps, alors que tu as ton essai à faire, en fait. Et que tu es C'est à souvent, 100 de ton c'est souvent RL. une des grosses problématiques, c'est que quand vous vous faites entourer par 40 000 mecs le jour de votre compétition Ouais, qui sont là, ouais. qui sont super sympas, ils vous mettent les poids sur vos barres pour les warm-up et tout machin, ils vous organisent tout, ils vous disent quand est-ce que c'est le timing, ça c'est super, c'est hyper bien, c'est hyper important d'avoir des gens pour faire ça. Mais par contre, le fait qu'ils vous fassent des retours sur votre technique, ça c'est Mmh. problématique, c'est Mmh. extrêmement problématique. Ceux qui disent ah ouais mais là tu fais ça qui est pas bien, ah ouais mais tu fais ça qui est pas bien, sachant Mmh. qu'en plus après, on peut toujours remettre en question la valeur de leurs conseils, parce qu'eux, ils ont peut-être leur vision des choses, mais est-ce qu'ils ont coaché énormément de gens? Est-ce qu'ils ont vraiment un vrai retour, une vraie expertise en dehors de leur propre pratique? Donc déjà, on peut déjà, d'une, remettre en question la valeur de leurs conseils, de leurs changements techniques qu'ils veulent vous apporter. Et ensuite, si on a un mec qui nous donne un conseil, un autre qui nous donne un conseil, un autre qui nous donne un autre conseil, un autre qui nous donne deux autres conseils, je sais pas, et que nous, on se retrouve à vouloir essayer de mettre tout ça en place le jour de la compétition, là, on va devoir forcer comme un ouf, et ben là, je peux vous assurer que vous allez réfléchir, mais vous allez rien faire. Vous allez rien faire, ou alors tout n'importe comment, mais ça va être terrible. Donc vraiment, ça, c'est hyper important. S'il y a des gens qui commencent à vous Mmh. dire, ouais, ça, il y a ça, il y a ça, et ça, dites-leur, bon, écoute, bon, je comprends ce que tu veux me dire. Je sais que là, tu veux m'apporter quelque chose, c'est super sympa, mais je t'assure que j'essaierai de le mettre en place après. Mais là, ça va me desservir. Il faut simplement Mmh. que je fasse ce que je sais faire, parce que le jour de la compète, c'est ça. C'est faire ce que vous savez faire, avec, comme j'ai dit, au max, un truc technique que normalement vous devriez avoir en tête par rapport à Ouais. vos entraînements précédents, etc. Et c'est Mmh. tout. Parce que s'il y a plus que ça, la réflexion amène à l'inaction. Moi, l'exemple que j'adore donner, c'est le mec qui fait du slalom en ski. Le gars, il est à 110 km/h. S'il se dit, OK, il faut que j'appuie de 30% de mon poids de corps sur mon ski gauche, que là, j'oriente mon ski droit de 75 degrés par rapport à la pente. Non. Tac, le mec, il a fini la porte, il est dans le ravin, c'est fini. Il a raté la porte, il est Mais dans le ravin. on peut carrément comparer ça à l'haltérophilie, hein. Si on regarde sur les warm-up, c'est toujours les mêmes warm-up c'est tous les mêmes barres à chaque fois. Et en fait, tu vois le mouvement, il est mais tellement, ils réfléchissent même plus en fait sur leur mouvement. C'est Bien toujours sûr. le même mouvement, c'est tellement standardisé et répété, répété. En fait, il faut que ça soit la même chose sur tous les mouvements de street lifting aussi, en fait. C'est tellement répété qu'il y a plus besoin de réfléchir aux moindres petits détails, en fait. C'est exactement ça. De toute façon, j'avais fait je crois, le dernier réel que j'ai sorti. Mmh. C'est en gros pour dire, donc il y a toujours cette notion de focus interne et de focus externe. Le focus interne, c'est justement le fait de se concentrer sur vous, votre ressenti sous la barre, votre placement, l'ouverture des pieds si c'est du squat, Mmh. le fait d'avoir le torse plus ou moins ouvert, l'écartement des mains, tous ces trucs-là, l'orientation des coudes sur les tractions par exemple, etc. etc. Tout ça, c'est du focus interne. Le focus externe, c'est le focus qui est dédié vers la tâche. La tâche, c'est faire le mouvement. La tâche, c'est standard de compétition. Je commence bras tendu, je finis bras fléchis pour avoir le menton au-dessus de la barre. Ça, c'est le focus externe sur les tractions. Je commence debout sur un squat, je m'accroupis, je me redresse pour revenir en position de départ. Ça, c'est le focus externe sur un squat. Donc, à chaque fois, il y a toujours cet équilibre entre le focus interne, la conscientisation de la technique, et le focus externe, la réalisation de la tâche. Quand on arrive en compétition, on doit se tourner au maximum vers du focus externe parce que l'un s'oppose à l'autre. Si je mets 70% de mes ressources cognitives dans du focus interne, il ne me reste plus que 30% pour du focus externe. Donc pour de la hype, pour me donner de l'énergie entre guillemets, forcer, etc., etc. Donc à chaque fois, c'est toujours une question de curseur. Après, c'est une question de balancier, comme on a dit. Si on sait que vous avez besoin d'allouer un minimum de focus interne sur une tâche parce que sinon elle va vous desservir si vous ne le faites pas, et bien là, il faut en mettre un petit peu, mais il ne faut pas déplacer le curseur pareil. Il ne faut pas qu'il y ait plus de la moitié pour ça. Parce que sinon, vous ne penserez plus en fait à forcer. Et ça m'arrive souvent. Je ne sais pas si Ouais. ça t'arrive aussi, toi, Marco, mais d'avoir des mecs en suivi, tu sais, tu leur fais, paf, tu les fais redescendre, semaine 1, semaine 2, tu leur dis, OK, là, focus à fond, machin, on a redescendu l'intensité, tu dois te concentrer sur ça, ça, ça.
tu lui donnes pas mal d'indications, etc. Parce que tu sais que justement, là, il va pouvoir les mettre en place. Chaque série, il se focus un petit peu plus sur un autre truc, etc. Et après, il faut réussir, au cours du bloc, à se dire, OK, je re-switch. J'étais à 80-20 de focus interne versus focus externe. Bah maintenant, il faut progressivement que je remette un peu plus de focus externe parce que les charges augmentent. Donc, si je fais que de me concentrer sur la technique, que je ne me mets pas un petit peu plus dedans, que je me hype pas un petit peu plus, et ben, en fait, je vais juste être trop long RPE, voire je vais rater, voire je vais faire encore moins bien ma technique aussi. Parce que si je force trop parce que je ralentis trop, et ben, ça va me faire avoir une moins bonne technique. Donc, il y a toujours cet équilibre-là, et c'est exactement pareil pour la compétition, les warm-up et tout. Et même chaque petit. Enfin, Marco, vas-y. Non, mais je me disais, bah ouais, c'est de la logique pour nous maintenant, mais ça l'est peut-être un petit peu moins pour les personnes, par exemple, qui débutent. Mais logiquement, en fonction de l'évolution de votre bloc, au fur et à mesure des semaines, l'investissement personnel que vous allez devoir mettre dedans va être progressif. Semaine 1, bon, va y avoir un gros focus sur la technique, va pas y avoir besoin de trop se hype ou quoi que ce soit. Et puis on arrive dernière semaine, faut quand même se mettre dedans. Et effectivement, ce que tu disais, c'est assez juste. Si vous avez fait le taf correctement, que vous êtes appliqué sur la technique, surtout en début de bloc, que vous n'avez pas fait n'importe quoi, et il y a souvent aussi des gens qui, justement, en fait, c'est tellement léger que, tu sais, ils mettent une vitesse de zinzin. Ouais. Ils contrôlent rien. Du coup, la technique, elle est inexistante. Et c'est un truc qui sera pas du tout reproductible sur des charges plus intenses. Et moi, je leur dis toujours, mais en fait, là, c'est maintenant qu'il faut que tu te concentres sur la technique. Parce qu'en fin de bloc, et c'est exactement ce que tu décrivais, en fin de bloc, il faudra forcer. Et du coup, ton focus, il sera plus sur la technique. Tu Le vois, il placement, sera truc, sur ouais. envoyer, quoi. Donc voilà. Sayan, tu voulais dire un truc? Bah, je sais plus. Mais en plus, mais tu sais, ça me vénère parce que vraiment, j'ai fait un réel là-dessus, tu vois, où j'ai décrit un petit peu tout ça. Je décrivais aussi, tu vois, pour les montées de gamme. J'expliquais que, ouais, bah, quand tu fais ta montée de gamme, c'est un peu le même principe qu'un bloc, en quelque sorte. Les premières montées de gamme, les barres les plus légères, bon, celles que tu sens vraiment pas, voilà, tu les fais juste pour t'activer. Quand tu arrives sur des poids que tu commences un petit peu à sentir, mais que ça reste très léger par rapport à ce que tu es capable de faire, bah là, tu t'appliques bien sur ta technique et tout. Et ensuite, au fur et à mesure que tu montes, si tu sais que tu vas devoir faire un top set qui va être dur, et bah, tu vas entre guillemets de moins en moins avoir de focus interne et de plus en plus te hype. Et après, tu te reconcentreras éventuellement sur des back-off, si tu as des back-off un petit peu plus légers, pour justement bien te focus, etc. Mais il faut que tu aies même au cours d'une même séance ce roulement. C'est pas que sur un bloc en lui-même, mais sachant que moi, tu vois, ça me fait rire parce que souvent, je fais des blocs de 5 semaines parce que la première semaine, c'est quasiment du deload pour vraiment justement redescendre, rediminuer le stress, rediminuer l'intensité et avoir justement un bon focus interne. Et bah, du coup, souvent, ce qui se passe, c'est que semaine 3, donc semaine milieu de bloc en gros, là où l'intensité elle va basculer, elle va commencer à monter, et à monter plus intensément. Et en fait, c'est souvent celle où ils galèrent de ouf. Parce qu'en fait, ils sont trop restés sur ce mood de OK, là j'ai eu 2 semaines assez chill entre guillemets, une de load plus une d'intro, et du coup bah je suis bien, je suis dans mon confort, je suis dans ma technique. Mais non, semaine 3, il faut commencer à se réveiller, il faut commencer à se bouger le cul, et KT5, tu vas saigner des yeux si tu te mets pas dedans, tu vois. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment le truc d'être capable de switch et de switch, bah justement ensuite à l'intérieur de sa séance, je sais que là voilà, quand je commence à me chauffer, il va falloir que je me prépare psychologiquement, j'ai ça à faire, je sais que j'ai ça à faire, je sais que ça va se passer à peu près comme ça, etc. etc. Et s'y préparer, avoir une appréhension du truc, quoi. Parce que sinon, si tu vas en mode touriste, bah, tu vas te faire surprendre, quoi. Parce qu'il y a une autre chose aussi qu'il faut souligner, c'est que contrairement à l'entraînement, en compétition, enfin moi en tout cas j'ai ce stress-là aussi, c'est qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des juges qui nous jugent, et c'est complètement différent avec toute l'adrénaline. Donc il y a ça aussi qui rentre en jeu dans le stress, on va dire, psychologique. C'est que bah, ça rajoute un truc, un stress énorme, je trouve, que le fait qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des juges qui sont là derrière nous. Donc faut prendre ça en compte, en fait, l'adrénaline qu'on va avoir sur le terrain et ne pas perdre ce truc de technique. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que Bien je veux sûr. dire, mais Ah si, c'est très clair. Mais moi, de toute façon, j'ai une solution toute trouvée pour limiter cette crainte-là. C'est d'avoir, au cours de ces séances, une rigueur et vraiment un contrôle du respect de ces standards quand on fait son entraînement en se filmant sous différents angles, etc. Mais absolu.
C'est-à-dire, faut rien se laisser passer, faut rien faut rien s'offrir. Si à chaque fois tu te dis, ok, bon là, ça descend moyen, mais en même temps, putain, j'ai une super vitesse, oh, ça m'a l'air d'être bon et tout, ça a l'air pas mal. Et ben en fait, non. Parce que du coup, sinon, inconsciemment, tu vas arriver, tu vas te dire, ok, normalement, en fait, à force de répéter un mouvement, sur les dips, logiquement, typiquement, et le squat, tu vas te créer un référentiel de, ok, ça, c'est la bonne descente. Sans le voir, sans avoir de miroir, Ouais. sans rien avoir. Là, ça, je sais que je suis descendu assez. Sauf Mm. que si je sais que je suis descendu assez, il est pas bon, c'est pas un bon référentiel, il est pas au standard parce que tu n'as pas été assez dur avec toi quand tu te regardais, tu te filmais, etc. Et ben du coup, en fait, tu vas avoir un mauvais référentiel et tu vas douter de ce référentiel parce qu'au fond de toi, tu sais que quand tu regardes les vidéos, il y a un doute. Et du coup, tu vas aller faire ton truc. Bah, soit tu vas faire le truc que tu fais habituellement et tu vas rater. Et en plus, tu auras l'appréhension, enfin, tu vas rater. Tu vas faire, mais ce sera pas bon, tu seras pas assez descendu, tu auras un carton des arbitres. Ou alors, tu vas vouloir justement compenser en sachant ça. Tu vas pré-choc le truc. Et là, du coup, tu vas descendre à un point où tu t'es jamais habitué à faire. Et peut-être que tu vas même beaucoup trop descendre, justement. Et tu vas tout simplement te foirer. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important. C'est le respect des standards à l'entraînement. C'est d'être super strict avec soi-même. Ça, c'est vraiment les jambes qui sont tendues, comment dire, l'adepte qui est respecté, le timing, etc., etc. C'est hyper important. Et Il y a- ce qu'on peut aussi dire en aparté de ce truc-là, c'est que quand vous êtes en auto-coaching, c'est beaucoup plus simple d'être moins sévère avec vous-même que si vous êtes coaché. On est Bien toujours, sûr. Ouais. et on est toujours plus laxiste avec soi-même qu'avec les autres. Enfin, Ouais. après, bon, parfois, c'est un peu à nuancer. Parce que parfois, tu as des coachs qui veulent te mettre bien. Parce que, tu sais, en plus, tu as fait un truc. Tu sais, le mec que tu coaches, il a fait son truc. Il est content parce qu'il l'a passé avec un RPE plus bas que ce à quoi il s'attendait. Il avait de l'appréhension, justement, sur le truc qu'il devait faire, proche d'une fin de bloc ou voire une fin de bloc. Il s'est dit, putain, je sais que ça va être dur, je sais que je vais forcer, etc. Il t'envoie le truc. Il sait que, enfin, il a cut la depth, tu vois. Il a cut la depth parce que justement, il avait cette appréhension-là. Mais lui, en fait, il t'envoie le truc, il dit putain, je suis trop refait, j'ai passé le truc super bien, etc. Et en fait, toi, tu vois qu'il cut la depth. Tu vois qu'en effet, ça passe vite, mais c'est normal parce qu'il est moins descendu. Et lui, en fait, il est tellement, tu sais, il a tellement d'enthousiasme en se disant putain, je suis trop content, je l'ai passé super vite, putain, yes, génial, etc. Et tu te dis ok, là, à ce moment-là, je peux lui niquer son élan. Je peux lui niquer son élan parce que le mec est super heureux. Et c'est vrai que parfois, bah, en fonction du contexte, c'est pas évident à faire. Tu vois. Surtout quand tu es proche d'une compétition, si le mec, c'est un mec qui est parfois un petit peu anxieux, etc., et que tu sais qu'il a de l'appréhension par rapport à la compétition, et qu'en plus tu lui dis, ouais, bah regarde, là, t'es pas assez descendu, t'as fait de la merde, non, peut-être pas, tu vois, mais dans la formulation, mais t'es pas assez descendu, c'est pas bon, machin, c'est pas valide, et ben, tu sais, tu vas peut-être lui cuter son élan, tu vas peut-être lui cuter un petit peu comment dire, son entrain, tu vois, le fait qu'il se soit rassuré un petit peu avec la performance. Et du coup, c'est toujours un petit peu dur, enfin, c'est à nuancer. Après, évidemment, si tu es loin d'une échéance, si tu es loin d'une compétition, bah, tu lui dis, bah écoute, c'est bien, tu l'as passé vite, tu dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui est bien. Par contre, bah, t'es pas assez descendu, quoi. Donc là, il faudra vraiment que tu focuses ça, parce que sinon, en compétition, ça passerait pas, ou vraiment, ce serait super tendancieux, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et il y a aussi toute la pardon. Standardisation. Il est Standardisation. sorti hier soir, c'est pour ça. Non, pas du tout, pas du tout. Tout ce qu'il y a autour aussi, donc avec l'échauffement et le fait de standardiser, voilà, ça y est, je l'ai, standardiser aussi l'échauffement et de pas se réfléchir à qu'est-ce qu'on doit faire pour s'échauffer au moment de la compétition. Bah, c'est un truc bête, tu vois, mais il y en a, ils vont tester, parce qu'ils voient un mec, s'échauffer comme ça, bah, du coup, ils vont essayer. Mais non, mais C'est tu vrai. réfléchis pas à ton échauffement, c'est un truc que tu as standardisé. Tu fais ton warm-up comme tu as l'habitude de faire. Tu fais, 20, 60, 100, sur ton squat, et après tu augmentes progressivement comme tous les warm-up que tu as l'habitude de faire. Si tu commences à faire ça en fonction des autres, bah, c'est fichu, Ouais. en fait. C'est que tu as En fait quelque fait, chose qui allait pas et ça, Ah, ça, ça, tu te mets dans des mauvaises conditions. c'est ça, ça. ça arrive souvent, hein. Les Ouais, mecs, ils arrivent en compète, à la limite, tu sais, ils auraient même pas demandé qu'est-ce qu'ils ont à faire. Normalement, tu sais ce que tu as c'est à faire ça, comme gamme. exactement. C'est ça, c'est que tu as pas besoin de réfléchir à ce que tu dois C'est faire pas pour parce que t'échauffer. c'est pas parce que c'est une compétition que l'échauffement C'est ça, il change quoi en fait. exactement. C'est Bah, ou exact. alors sinon, ça veut dire que tu fais tout le temps n'importe quoi, quoi. Mais Ouais, au c'est pire, c'est ça. pas grave. Au pire, c'est pas grave. Continue de faire n'importe quoi. Et après, par contre, dès que la compète est passée, là, t'arrêtes de faire n'importe quoi et là, tu mets des changements en place. Mais c'est comme pour la technique, en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, juste, je voulais revenir à un truc
quand je disais tout à l'heure que, il y a certains athlètes, par exemple, qui remettent tout en question, ou sinon, tu sais, des fois, en fin de bloc préparatoire à une compétition, on peut être amené, enfin, ça devrait arriver que très rarement, mais on peut être amené à faire des échecs ou être beaucoup plus haut que ce qui était prévu en RPE. Qu'est-ce que vous avez justement comme solution? Et peut-être, qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes qui vivent ça, peut-être qui nous écoutent là aujourd'hui? Bah, alors moi déjà, de toute façon, enfin, pour moi, le truc où ça va le plus arriver, ça, si tu veux, c'est, enfin, normalement, pour moi, ça devrait vraiment être évité à tout prix sur traction, dips, squat. Et après, c'est vrai que ça arrive sur les muscle-up que tu aies des mauvaises sensations à l'approche d'une compétition, que ta technique soit un petit peu moins bonne, que les barres que tu fais, elles te paraissent plus lourdes et tout. Mais c'est parce que le muscle-up, c'est le mouvement qui répond le plus mal à une accumulation de fatigue, à une accumulation de volume, comme c'est le cas lors d'une phase de picking. Et du coup, c'est le mouvement aussi comment dire, par contraste qui va le mieux surcompenser. Généralement, c'est le mouvement où tu feras des perfs pas incroyables proche de ta compète. Et si tu gères bien ton taper et que tu récupères bien, bah, tu vas faire des super perfs. Parce que bah, justement, c'est un mouvement qui est très vite impacté par la fatigue, etc. Donc, si c'est sur les muscle-up, bah, tu vois, ça dépend dans quelle ampleur c'est. Mais je vais rassurer la personne. Je vais dire, mais t'inquiète, tu vas voir quand on va diminuer l'intensité sur ça, tu vas voir, enfin, les barres vont te paraître plus légères, la technique va te reparaître plus naturelle, etc. Et ça va aller mieux, tu vois. Donc ça, c'est pas trop grave. Après, si jamais c'est sur un autre exercice et que comment, bah, il y a eu un échec ou qu'il y a eu vraiment un grind à une charge où ça devait pas encore être le cas, et ben après tu vois, c'est toujours à voir. Est-ce qu'il y a eu des trucs qui peuvent le justifier? Est-ce que le setup a été moins bon à ce moment-là? Est-ce que il y a eu une erreur technique vraiment flagrante qui fait que voilà. Mais si c'est pas le cas, si tout a été bien et c'est simplement que ton niveau de forme fait que bah, tu as moins bien réussi, à nouveau, tu peux appliquer la même justification. Tu peux dire, OK, mais peut-être que tu as accumulé pas mal de fatigue. Il y a des gens qui répondent plus ou moins bien en fait, à l'accumulation de fatigue d'un picking. Et ce qui fait qu'en fait, il y en a qui peuvent arriver avec des perfs qui sont vraiment en dessous en instant T, mais ils peuvent super bien surcompenser si c'est bien géré. Parce que parfois, justement, les mecs, si on leur fait vraiment qu'accumuler, il y en a qui répondent pas très bien. Et ça fait qu'en fait, le jour de la compète, ils n'ont même pas encore récupéré parce qu'il leur fallait vraiment plus de temps que ça. Ou alors, il fallait qu'ils montent moins haut en intensité que ça. Et ils vont un peu se cracher, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et toi, végétal, vegan, Le vegan. le Bah, moi, ce que je super dirais après, vegan. c'est que, bah, justement aussi le rôle du coach, c'est qu'il y a au minimum, tu vois, ce genre d'échec sur même la première barre, tu vois. C'est que la première barre, elle doit tellement être facile que la possibilité de l'échec n'est même pas envisageable, en fait. C'est que c'est tellement censé être facile que... Une vraie phrase d'entrepreneur, ça. Bah, c'est ça, c'est que, c'est que, bah, en fait, c'est L'échec n'est tellement pas facile que... envisageable. C'est ça, c'est même si le setup est différent, si c'est tellement facile la première barre que bah, il y a pas besoin de réfléchir et tu l'as fait et voilà et après c'est en fonction de la première barre forcément que tout se déroule après, mais s'il y a un échec, Bah, sur, après, oui, voilà, c'est ça. Parce que de toute façon, tu as ton plan de match, tu as ta feuille de match, comme tu c'est l'avais ça. mentionné un petit peu avant, quand tu avais commencé à introduire le sujet, et comme on en a déjà parlé avec Marco. Donc, en Mmh. gros, ta feuille de match, c'est l'estimation de ce que tu pourrais faire par rapport à tes dernières séances d'entraînement et de toi, tes objectifs de 3 essais sur chacun des mouvements. Et sur tes 3 essais, bah, tu te crées une possibilité basse, une possibilité médium, une possibilité haute, en gros. Enfin, pas sur les trois. Normalement, justement, le premier, c'est l'essai de base, normalement, il est invariable. Ta première barre, c'est justement, comme tu as dit, une barre qui te met en confiance, une barre où tu prends tes marques sur le setup, Mmh. qui sera certainement différent de celui sur lequel tu t'entraînes habituellement. Ça permet de voir justement dans quelle mesure ça l'impacte en bien ou en moins bien. Parce que parfois, bah, le fait d'être surcalibré, tu fais des dips avec du calibré, Ouais, bah, ça peut être plus confort que pas du ouais. calibré, parce que justement, avec pas du calibré, souvent ça t'écarte vachement les pieds, etc. Bref, et bah, après, normalement, comme j'ai dit, la première barre, elle est invariable. C'est censé être un truc que tu dois pouvoir faire facilement. Mais il se peut que, bah, à la chauffe, pour une raison X ou Y, tu vois qu'en fait, bah, tu es moins bien que ce que tu avais prévu. Et que du coup, ouvrir à ce que tu avais prévu, bah, ça passera. Mais peut-être que ça passera déjà un petit poil trop dur par Mmh. rapport à ce que tu aurais dû faire. Moi, ça me fait penser à Final Rep, justement. Bah, j'ai ouvert à 125 en dips. Et 125, bon, bah, en vidéo, ça bouge très vite, mais j'ai senti que je les ai sentis plus difficiles que ce que ça aurait dû, et j'en avais déjà pris conscience à la chauffe,
Après, vu que je savais que ça passerait, etc., voilà. Mais à la chauffe, j'avais déjà pris conscience que 125 en première barre, voilà, ce serait pas la barre comment dire, la plus, normalement, c'est pas celle que j'aurais dû faire. Bref. Et du coup, ce qui fait que j'ai raté ma deuxième barre à 131,25, qui déjà était plus basse que ce que j'avais prévu. Je voulais faire 132,5. Donc, c'est vraiment aussi ça, c'est voir la forme du jour par rapport à la chauffe et être capable de changer le plan. Il y a le plan de base, aussi bien et aussi intelligemment qu'il aura pu être mis en place, il se peut que le jour J, il y ait des changements à faire. Ça, c'est toujours vraiment le savoir s'écouter. Mais dans le premier changement, déjà aussi, tu en as parlé, c'est le setup en fait. C'est que, en même temps, si j'ai envie de te dire, street lifter, on doit s'habituer, s'accoutumer tellement vite au setup qu'on nous donne en compétition. C'est que à Basic Fit, tu as les stations à dips qui sont pas du tout réglables, donc tu es obligé de prendre ça. Sauf que tu te retrouves à la FNSL ou dans une compétition autre où tu as des stations de dips réglables. Bah, faut savoir quel écartement choisir et le plus optimal. Moi, je me suis déjà fait avoir, tu vois, sur les championnats de France de dips où en fait, ma deuxième barre n'était pas passée parce que j'avais pris trop serré, j'avais l'impression d'être plus fort comme ça, alors que c'est pas du tout ce que j'avais l'habitude de faire en entraînement. Donc en Ouais, bien fait, sûr. la troisième est passée, mais sauf qu'elle est passée hyper facile. Alors que c'est un troisième essai, tu vois. Parce que tu as réécarté, tu as fait quoi? Bah ouais, j'ai juste réécarté en fait. Ouais, c'est ça. De toute façon, ça pour les dips, ça c'est l'erreur fréquente. Ouais. C'est que quand vous arrivez sur un setup réglable en largeur, souvent en fait, le fait de prendre serré, plus serré que ce que vous avez l'habitude de faire, vous allez avoir l'impression sur vos séries légères, vos premières de ramp-up, etc., d'être plus fort. Parce qu'en fait, le fait de prendre plus serré, ça rend plus compact et ça fait que, ok, putain, ouais, cette barre-là, normalement, 90, ok, c'est vrai que d'habitude, c'est pas très dur, mais là, c'est vraiment super simple. Je me sens trop bien. Bon, je vais rester serré comme ça, machin. Sauf que le problème de faire trop serré, c'est un peu comme au bench. C'est que, au bench, assez logiquement, si je prends trop serré, si j'ai les mains moins écartées, et même au squat d'ailleurs, c'est aussi le cas, ça va me faire que j'aurai moins de stabilité. J'aurai moins de stabilité parce que, forcément, c'est comme un sumo. Sur un sumo deadlift, je suis super stable sur l'axe frontal. C'est-à-dire que si on me pousse sur les côtés, je ne vais pas bouger. Bon, par contre, avant-arrière, je serai moins stable, mais bref. Mais sur les côtés, je serai super stable. Et c'est pareil. Si jamais je prends très serré en dips, je vais avoir vraiment l'impression que bam, d'un seul coup, j'ai un coude qui va se barrer sur le côté et je vais partir un tout petit peu à gauche, un tout petit peu à droite, et ça va me faire quitter ma trajectoire et je vais me foirer en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on est sur les intensités hautes, sur le choix. Et pour ça, c'est important aussi d'avoir sur ces aspects-là, hauteur de barre pour le squat et largeur de barre pour les dips, donc les deux trucs qui sont réglables, qui certainement ne sont pas aussi réglables que ça, même pour la hauteur de barre au squat. Habituellement, vous avez des crans qui sont plus larges que ça. C'est important de vraiment bien voir en fait combien vous mettez et de peut-être les noter si vous refaites la même compétition avec le même matériel, ou en tout cas d'avoir même une mesure sinon avec un mètre pour la largeur des barres. Comme ça, vous mesurez les barres que vous avez habituellement. Et là, vous reproduisez la largeur, vous savez que ça correspond à tel cran, et comme ça, après, vous dites tel cran, etc. Exactement. Mieux vaut ne pas faire de changement parce que la magie, enfin, vous pouvez avoir des barres plus serrées que d'habitude et vous dites putain, mais en fait, je me sens bien plus serré. Non, ferme ta gueule, fais comme d'habitude. Comme on dit depuis tout à l'heure, c'est standardisé en fait directement c'est ça. l'entraînement. Donc ça. si tu changes au dernier moment, ça marchera pas. Ouais, c'est standardisé aussi dans la mesure du possible, se rapprocher le plus du matériel de compétition. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, au niveau national, international, ça va être des barres parallèles. Donc, si vous êtes dans un Basic Fit, ça sera des barres convergentes, ça sera pas le même recrutement, ça sera pas le même ressenti. Et nous, on en a payé les frais d'ailleurs avec le végétal. D'ailleurs, peut-être plus moi que lui. Et donc, il y a ça, il y a aussi le fait de se familiariser avec la sensation que procure le calibré. Je dirais plutôt même sur le squat que les autres lifts, parce que je dirais que les autres lifts, ça peut même être plus confort. Sauf les muscle-up, peut-être quand même. Ouais. Ah, moi, tirage, moi, c'est mort. Hein. Je faisais que de m'entraîner à Basic Fit. Le tirage, quand je m'étais mis sur du calibré, j'avais l'impression que c'était hyper lourd. Après, Vraiment le truc, ah, c'est mais... que tu t'es mis sur du calibré et en même temps, tu as changé de setup. Ouais. Tu te rappelles? Et là, tu peux vraiment tondre les bras parce que c'est pareil. Si vous êtes à Basic Fit, que vous faites plus d'1m80, il est fort probable que vous touchiez le sol, au muscle-up, aux tractions, ou tout du moins que vous ayez une appréhension
parce que vous êtes très proche du sol, donc vous allez limiter, par exemple, le décrochage des scapulas, les trucs Ouais. comme ça. Mm. Donc forcément, vous allez passer sur un setup où vous avez 50 cm de vide en dessous, entre vos pieds et le sol. Bah, ça a changé complètement la sensation que vous allez avoir. Et donc, on sait bien hein, que tout le monde ne peut pas avoir accès à du matériel de compétition, mais dans la mesure du possible, vraiment. Et si votre but, surtout, parce que moi c'est un truc que je dis souvent, le street lifting, même si c'est quand même très connoté compétition, ça peut aussi être une méthode d'entraînement pour progresser Prendre du physiquement muscle, etc. Voilà. Mm. au niveau des performances et sans pour autant avoir une finalité de compétition. Mais Mm. si vous voulez faire des compétitions à un moment donné, vraiment, peut-être qu'au début de votre pratique, ouais, ça va pouvoir faire le job d'être dans un basique ou un truc comme ça, mais très vite basculer sur des salles un petit peu plus adaptées parce que vous allez avoir des surprises vraiment importantes, quoi. Oui, oui, carrément. Ça, je suis totalement d'accord. Bah après, ce qui est important, c'est pas dramatique si vous pouvez pas vous entraîner sur du matériel de compétition ou proche, mais ce qui est bien, c'est de savoir en fait dans quelle ampleur le Ouais, switch de votre ouais, matériel habituel ça. vous crée Mm. un changement positif ou négatif par rapport au matériel de compétition. C'est-à-dire que moi, je sais que quand j'avais fait la FNSL il y a 2 ans, j'avais fait donc 110 sur mes barres à moi, chez moi. J'avais fait 110, c'était le max que j'avais fait à l'époque, qui était vraiment full grind, RPE 10, etc. Et le jour de la compète, j'ai fait 120, alors qu'en plus, j'avais un setup qui n'était pas favorable, etc. Parce qu'en fait, les barres de chez moi étaient vraiment pourries, elles n'étaient pas stables, etc. Donc je passais mon temps à me contracter, à me tendre un petit peu de partout pour ne pas perdre en stabilité. Et une fois que je suis arrivé sur une station stable, et ben en fait, je me sentais beaucoup mieux. Donc je pouvais vraiment exprimer ma force. Donc il y a aussi ça qui joue, ça peut être dans un sens, ça peut être dans l'autre, et de savoir en fait que bah ok, je sais que d'un setup à l'autre, j'ai tant de kilos de différence, bah voilà, ça permet vraiment d'avoir la transition. Conclusion, faites des dips sur des anneaux, vous serez super. Donc en gros aussi, même si vous inscrivez pas dans une salle qui est adaptée, au moins peut-être une fois de temps en temps, aller faire une séance pour prendre un petit peu la température, par exemple sur du poids calibré ou un truc comme ça peut être intéressant, justement pour voir un petit peu le delta qu'il y aurait entre bah, ce que vous êtes capable de faire avec votre matos habituel et le matos de compète. Mm. Ouais, carrément, carrément, carrément. Et Mm. puis au standard, encore une fois, très important, quoi. En étant vraiment critique avec soi-même. Là, j'ai une petite anecdote qui me vient pour clasher un peu un pote qui, je sais, écoute le podcast, mais ça me fait rire. Mon bon gros Tiblard qui a, qui a bu au deadlift. Ah, Et il ben, a fait et, ce gros sac? bah, ça fait un moment, là, c'était un petit moment maintenant, ça. Qui a bulle au deadlift parce que justement, il a bulle avec une barre qui était en dessous vraiment de ce qu'il pouvait faire. Il a raté 3 fois 2,35 alors qu'il avait quasiment réussi 2,60 à l'entraînement. Mais en fait, quasiment 2,60. Pourquoi quasiment? Parce Ah, qu'il est parce que arrivé en je haut, sais pas. il l'a pas lock, le grip a lâché. Et qu'est-ce qui s'est passé sur sa 2,35? Il a pas lock, il était arrivé, quoi. Et il n'a pas eu le temps d'attendre l'ordre de l'arbitre que sa main a lâché. Donc en fait, à nouveau, si vous vous rendez compte que sur telle barre, ouais, ça monte super bien, paf, très bonne vitesse, hop, j'ai quasi lock, hop, mais non, juste j'ai lâché, mais c'est pas grave, tout le reste était bien, j'ai eu une bonne vitesse, donc la semaine prochaine, je rajoute tant de kilos. Non, valide déjà proprement, parfaitement au standard, que ce soit l'adepte, que ce soit, bah, par exemple, voilà, le lock au deadlift, que ce soit la pose au bench en ayant bien le cul qui a sur le banc, etc., pour du power. Et là, tu sais que tu peux augmenter si tu montes en single, par exemple, en vue de l'approche d'une compétition, etc., etc. Et ça peut être pas mal. Aussi, là, j'y pense vite fait, ce qui me vient comme stratégie de planification. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je fais faire aux gens que je coach, et je fais faire à moi-même également, des ramp-up en x1 à l'approche des compétitions, en mode comme pour justement premier essai, deuxième essai, troisième essai. Évidemment, donc en commençant bas, c'est-à-dire que même le troisième essai de la, je sais pas, deuxième, troisième semaine du bloc pré-comp, c'est même pas le premier essai peut-être de la vraie compétition, mais pour avoir quand même ce schéma d'avoir des gaps de X kilos, voir comment un gap de tant de kilos, il va impacter la barre suivante, voir aussi tac, le timing, l'écart entre les barres, pour voir un peu comment je récupère, etc., etc. Et voir que, OK, avec -7
je suis à RPE 6, avec plus 7, je suis à RPE 7, avec plus 7, je suis à RPE 8. Donc je sais qu'en moyenne, sur ces intensités-là, quand j'augmente de 7,5, et ben, je prends 1 point de RPE quand je suis sur une forme moyenne, etc. Et ça permet de créer des référentiels et de voir justement après comment ajuster la feuille de match le jour de la compétition. Enfin, même avant, en amont. Et ça, c'est vraiment pas mal aussi comme stratégie de planification. Je vous le conseille. Ok. Donc là, en fait, si je résume, on vous a dit un petit peu ce qui pouvait se passer avant une compétition, pendant une compétition, et donc on peut peut-être aborder maintenant l'après-compétition. Carrément. Donc voilà, comme on vous l'a dit, si on résume un petit peu, il y a des différences en fonction des personnes. Il y a des gens qui vont appréhender le truc avec beaucoup de stress, d'autres beaucoup plus détendus. Voilà, il y a des grosses différences. Au moment de la compétition, donc en gros, faites le nécessaire pour pas vous faire surprendre sur tous les aspects en fait. C'est une façon de pouvoir aussi occulter tout le reste parce que comme l'a dit Enzo, c'est que bah, le jour de la compète, il va y avoir des facteurs de stress dont vous avez pas l'habitude. On n'a pas parlé non plus, mais au niveau de l'organisation, ça c'est un truc qu'on l'avait dit dans un autre podcast, c'est que voilà, il se peut il y ait du retard sur le planning initial. Peut-être que moi je pense à mon élève Maxime qui a fait les championnats de France de dips. Ils se sont trompés 2 fois. Tu sais, ils l'ont appelé alors que c'était pas lui. Et après, Ah tu oui. vois, le mec, il se hype. Ouais. Ah ouais, terrible. Et en fait, c'est pas lui, tu vois. Et genre, il a foiré sa deuxième barre à cause de ça, juste à cause de ça. Et du coup, bah, ça, c'est des facteurs que vous pouvez pas contrôler. Et malheureusement, faut faire avec. Et c'est comme ça, quoi. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc, essayez vraiment de pas être trop psychorigide par rapport à tout ça. Parce qu'il y aura forcément des choses sur lesquelles vous aurez aucune emprise. Donc maintenant, sur l'après-compétition, on l'avait déjà un petit peu abordé. Moi, le premier truc que je pense, c'est le fait que les personnes n'ont plus d'objectif, du coup. Il n'y a Ouais, plus, il y a ouais, plus carrément. d'échéance. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe, Victor, là, après, là? Bah, en fait, on va dire qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure justement de la compétition, elle m'a hype. J'ai vu à quel point j'étais une merde face à l'ensemble du monde. Et du coup, ça me donne envie de revenir encore plus fort. Tel Naruto, je pars m'entraîner 2 ans avec Jiraiya et je reviens pour essayer de défoncer Pain. Et il y a Sakura qui m'appelle. Bref, je suis parti trop loin dans ma comparaison. Et donc, ce qui se passe, c'est que bon, bah là, voilà, on va dire pas trop de soucis. Après, ce qui peut se passer, c'est que justement, peut-être une trop grosse hâte à remonter en intensité, à me reconfronter à des singles un peu lourdes, pas suffisamment à construire. Alors qu'après une compétition, c'est très important de reconstruire pour avoir une base exploitable pour une autre compétition à venir. Donc ça, voilà, ça va être, on va dire, le premier cas de figure. Repartir trop vite, pas se laisser suffisamment récupérer, revenir trop vite sur des formats spécifiques, donc des x1, des séries très courtes, x2, x3, mais avec une grosse intensité. Et après, l'autre schéma qui peut arriver, ça va être, j'ai fait ma compétition, le truc que j'attendais depuis 1 mois, 2 mois, je pensais beaucoup à ça, etc. Ça s'est passé, ça s'est bien passé, pas bien passé, ça s'est passé. Et bah maintenant, voilà, l'objectif, il a été fait. J'ai réussi ou pas ce que je m'étais prévu de faire. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et donc ça peut être aussi difficile. C'est en gros ceux qui ont la flemme de revenir s'entraîner, qui ont la flemme de remettre le pied à l'étrier, de se relancer dedans. Et bon bah, on va dire, est-ce que c'est parce que c'était des gens qui n'étaient pas vraiment faits pour la compétition ou pas vraiment faits pour ce type d'entraînement? Parce que ça arrive, on en rencontre pas mal avec Marco, des gens pour qui la musculation sous toutes ses formes, elle n'est pas trop faite. Donc ça, peut-être que c'est ça, et du coup, ça leur donne une sorte de révélation de, en fait, j'apprécie, mais c'est pas trop mon truc, ou alors pas en tout cas en compétition, ou alors simplement, c'est des gens, voilà, ils ont plus d'objectifs, ils sont un petit peu en train de vaquer comme ça, ils savent plus quoi faire. Donc moi, pour moi, ce qui est important, en fait, c'est de rapidement se refixer une échéance, que ce soit un mock meet ou que ce soit une compétition, donc potentiellement un mock meet, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de compétition pro toute l'année, en fait, hein, tout simplement, et de se fixer une deadline très importante, une vraie
au début, ça peut être un peu flou. On va dire, OK, ce sera tel mois, mais assez rapidement de se préciser, ce sera tel week-end, ce sera tel truc, etc. Comme si c'était une compétition pour avoir en fait un objectif vers lequel aller. Et évidemment que cet objectif ne soit pas trop proche ni trop lointain. Parce que s'il est trop proche, à nouveau, ce sera le même problème que ce que j'ai cité en premier. Vous n'allez pas avoir le temps de suffisamment reconstruire et vous n'allez pas progresser comme il se doit, etc. Ou alors, s'il est trop lointain, vous allez vous permettre de procrastiner, de tester des trucs, de faire des trucs un petit peu farfelus, machin, et vous allez perdre du temps, concrètement. Moi, ça m'est pas mal arrivé. Donc, je vous laisse développer sur ces deux points-là. Après aussi, le fait de se tester sur quand même des grosses charges, parce qu'on est en compétition, on voit aussi beaucoup plus l'aspect erreur technique sur des 100%, voire des 105% du RM, tu vois. Et sur les échecs aussi, on voit clairement les défauts techniques, plus que si c'était des séries RPE 8, tu vois, ou des RPE 9 max, tu vois. Carrément, Donc, carrément. donc on peut aussi, justement, après la compétition, se dire: «Ah OK, il y a ça à changer, il y a ça à changer» et on va tout faire pour qu'après ta prochaine échéance, tu vois, il y a plus ce problème-là, en fait. Oui, Donc, oui. donc Après, voilà. non, mais je suis d'accord, mais souvent, donc on peut identifier si on a cette logique un peu d'analyse des Mmh. défauts, etc. OK, il y a ça qui m'a manqué. Mais après, en fait, le truc, c'est de venir les corriger, mais avec des méthodes, on va dire classiques, avec la bonne intention. Parce que souvent, en fait, ce qu'on fait quand on se fixe pas assez tôt une deadline, c'est de se dire, Mmh. OK, je vais venir renforcer ça, 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 mais de manière hyper farfelue. En gros, je vais tester des trucs. Je vais tester de faire, je sais pas, j'ai envie de dire des conneries, mais c'est tellement irréaliste, mais si, je sais pas, j'ai pas trop vu faire ça encore, mais du squat avec élastique, en high bar, full row, tu sais, genre le truc super compliqué Non mais pour attends, Marco, renforcer la moitié de mon petit mouvement, je sais pas quoi. petite parenthèse, Marco nous a envoyé une vidéo sur le groupe, Lift Trainer. Il fait du tempo, pause, stato Ah ouais, là c'est sur très son compliqué par squat. exemple. Là, ça c'est très compliqué ça. La pire Ouais, variation. mais attends, faut expliquer le contexte aussi. En série de 8, il fait. Non, non, mais faut expliquer le contexte. Oui, C'est parce ton que c'est son troisième squat. 3e C'est ton squat troisième de squat, la voilà. donc Vous le allez savez. voir le podcast de la semaine dernière pour, Ah, exactement, pour pour avoir des explications sur l'hyperfréquence et c'est ça. l'humilisation. L'autopromo. C'est Marco, ça. justifie-toi. Pourquoi une variante si exotique? Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, tout simplement, justement, pour limiter l'intensité et en gros l'augmenter artificiellement avec des variations, mais en gros limiter quand même vachement le stress parce que je commence tout juste l'intégration d'un troisième squat pour un petit peu voir aussi comment je réagis à ça. Et du coup, pour prendre un petit peu toutes les sécurités, j'ai foutu 3 variations euh, pour justement pas mettre lourd. Voilà. Et après, il va rajouter en pistole. Ce sera la dernière. Voilà. En Ce sera sauté. le, ce sera le summum. Mais après, en vrai, parce qu'on avait fait un podcast où on parlait pas mal du squat en full row, et on avait expliqué donc une stratégie qu'on avait vue qui n'était pas terrible, c'était de monter très haut en intensité en full row, en se disant, OK, je vais augmenter mon ARM full row, et après, je vais repasser équipé, paf, je vais être super fort. On avait un petit peu débunk, expliqué pourquoi c'était pas terrible comme méthode. Mais ceci dit, comme variation, je trouve que le full row a un vrai intérêt, parce que j'en avais refait moi, parce que vu que j'avais mal à ma côte, je pouvais pas squatter avec ceinture. Et du coup, j'en avais fait pas mal. Et franchement, j'avais ressenti quand même des petits bénéfices, sachant que j'étais vraiment pas monté très haut en intensité dessus. Donc là, c'est toujours la logique de ce qu'on appelle la dose minimale effective et la dose maximale effective. Dose minimale effective, c'est à partir de quand, de quelle intensité, de quel volume vous arrivez à retirer du bénéfice d'un type d'entraînement. Et maximale, c'est à partir de quand vous commencez à ne plus avoir de bénéfices de ça parce que vous en faites trop. Et au milieu, enfin plus ou moins au milieu, il y a ce qu'on appelle la dose optimale effective. Donc c'est ce que vous devez rechercher, le volume idéal et l'intensité idéale entre guillemets. Et donc par défaut, c'est vrai qu'il faut commencer assez bas. Et vraiment, moi ça, j'en avais ressenti un certain bénéfice, un certain intérêt. Et je sais que je le réintroduirais post-compétition dans mes blogs par-ci par-là parce que ça fonctionnait pas mal. Ok. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'il y a oui aussi, donc le bon vieux véganal, végétal. Yana. J'ai fait un mélange de vegan et végétal, mais ça a rendu un truc qui nous censurerait sur pas mal de trucs. Désolé. et du coup, et du coup, putain, merde, j'ai perdu. Ah oui, voilà, c'est ça. Je vais regarder là en ce moment parce que j'aime bien sa série de vidéos, parce que j'aime bien le mood et le montage est bien, etc. de The Panache.
Et donc là, il prépare les championnats d'Europe. Et dedans, il y a un aparté, et je crois qu'il le fait même dans le vlog précédent, où il explique que pour lui, c'est important de se confronter à des x1 avec une haute intensité, voire même genre vraiment très haute, quoi, genre RPE 9-10, proche de la compétition, genre 2 semaines avant dans le vlog par exemple, pour voir quels sont les défauts techniques qui vont se révéler sur cette intensité-là et pouvoir justement corriger avant le jour J, avoir les bonnes intentions, etc., avant le jour J, plutôt que de se retrouver justement sur le 10 format, donc 1 x 1, avec une autre intensité, et de se retrouver confronté aux défauts techniques. Et il disait justement, voilà, donc c'est l'argument, etc. Et nous, juste avant, on expliquait que ça pouvait se faire, que ça pouvait plus ou moins se faire. Moi, je suis d'accord, ça peut se faire, même si pour moi, RPE 9-10, comme il le fait, surtout pas. Ça, moi, je le déconseille vraiment énormément. Même si après, bon, voilà, c'est une méthode, il le fait, il est champion. Même si c'est un peu un argument d'autorité, j'ai envie de dire que pourquoi pas. Mais moi, personnellement, je ne ferai jamais ça, je ne programmerai jamais ça. Et pour moi, le contre-argument qui est très simple pour venir contrer ça, c'est que normalement, les défauts qu'on peut ressentir, ils peuvent se retrouver sur des intensités plus basses et sous-maximales. On n'est pas obligé d'être sur un x1, on peut très bien être sur un x3, voire même sur un x5, et monter haut en intensité, proche de 8,5-9, et déjà largement voir des défauts techniques, et surtout être plus loin de la compétition. Genre être 4 semaines. 4 semaines, ça suffit largement, ça permet de récupérer. Parce que si tu es 2 semaines avant la compétition, que tu forces sur des fois 1, faut pas s'étonner quand même après à chaque fois de refaire les mêmes totaux de compétition en compétition. Si jamais, voilà. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire un peu pour le post-compétition, pour accompagner les gens et recréer des objectifs post-compétition? Ouais, après, moi, je vais peut-être redire un petit peu ce que tu as dit. C'est que, et peut pas citer des noms, mais j'ai eu des cas concrets. Cite des blazes, balance. Non, des personnes pour qui la compétition, c'était vraiment révélateur. Et je dirais même que l'issue ait été positive ou négative, ça les a vraiment motivés à faire mieux. Et ils ont vraiment kiffé tout le processus qu'il y avait avant et la finalité qui était la compétition. Et à l'inverse, il y a des gens, bon, parce que c'est quand même vachement la mode, et ça on le dit, putain, on le dit sur tous les podcasts presque. J'ai l'impression que tout le monde veut faire de la compétition, tout le monde veut faire les championnats de France, les machins. Et en fait, il y a des gens qui se rendent compte, et il y en a forcément un pourcentage dans l'eau. Après, bon, c'est toujours un pourcentage qui est quand même assez infime, mais qui se dit, bon, bah voilà, bah en fait, je l'ai fait, et bah c'était pas ce que je recherchais. Et du coup, bah, même des fois, bah, je préfère arrêter carrément quoi, la pratique parce que je me suis un petit peu perdu et je suis pas aligné avec tout ça, tu vois. Donc après, bon, des fois, il y a des raisons sous-jacentes un petit peu plus profondes, on va dire, qui font que la personne est arrivée à ce raisonnement-là. C'est-à-dire que souvent, en fait, la personne, elle croyait qu'elle allait progresser très vite ou surperformer sur la compétition, etc. En gros, elle est très déçue parce que justement, on vit dans un monde de réseaux et donc elle a vu plein de trucs sur les réseaux. Elle se dit je suis vraiment nul. Mais je dirais que le résultat est le même, c'est-à-dire que la personne, elle n'était pas faite pour ça. Si elle n'a pas le mental et comment dire l'objectivité nécessaire, c'est effectivement peut-être qu'elle n'était pas faite pour cette pratique. Et puis voilà, et donc il y en a d'autres bah, pour qui c'est génial et que voilà, ça les motive encore plus, ils vont encore plus s'investir. Et dans la majorité des cas, heureusement, c'est ça. Parce que normalement, quand tu prends un coaching, ça veut dire que quand même, tu es investi dans ce que tu fais et tu sais que c'est un truc que tu aimes, quoi, sur le moyen long terme en tout cas. Donc voilà, mais des fois, ça peut aussi arriver. C'est Carrément. très juste. C'est merveilleux. Franchement, ce que tu as dit m'a ému. Non, mais c'était de très bons points. c'est pour ça, faut pas. Enfin, tu sais, nous, moi, ça me fait rire un petit peu. Alors là, je m'éloigne un petit peu du sujet initial. Et je fais un petit peu le vieux aussi. Je vais faire le vieux. Ah, ça, on adore ça. À chaque Ça, on podcast, adore. il va faire Père le vieux. Marco, raconte-nous une histoire. Ouais. Non, mais tu sais, maintenant, genre, les objectifs, je sais pas si tu as remarqué, avec l'évolution de la musculation et
toutes les, comment dire, les ramifications, donc power, street, etc. Je trouve que les objectifs maintenant sont plus du tout long terme comme on pouvait avoir il y a 10-15 ans. Et Ouais. toi, et toi, je pense que c'est un truc aussi, mine de rien, tu es beaucoup plus jeune que moi, Victor, mais tu l'as vécu aussi quand on était chez Superphysique. En fait, on savourait toutes les petites étapes, tous C'est les vrai, c'est vrai. petits trucs courts et moyen terme. Et moi, je m'en rappelle que je me fixais même des objectifs de fin. Alors, ça, on vous l'a déjà dit aussi en podcast, mais fixez-vous aussi des objectifs court terme, des objectifs de fin de blog, des objectifs, je sais pas, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard. Et moi, je me notais carrément les trucs, je m'en rappelle à l'époque. Et comme ça, vous êtes sûr déjà quasiment de les valider, ces objectifs, et vous savourez vraiment le truc. Parce que Mm. si vous vous fixez un truc qui est beaucoup trop loin, par Mm. exemple, quelqu'un, je sais pas, je prends un cas très concret. Quelqu'un, il vient me voir aujourd'hui en coaching, je sais pas, il a 300 de total, peu importe sa KT, genre il est en moins de 80. Allez, voilà. Il est en Allez, moins de éclaté, quoi. 80. Et il me dit, voilà, moi, mon objectif, c'est les championnats de France. Et bah, moi, je vais lui dire, déjà, on n'est pas du tout. Donc, en fait, je pourrais presque lui dire, bon, ça veut dire qu'on part pour 3 ans de coaching, là. Et là, tu te dis, putain, j'ai le gros lot, quoi. C'est bon. Non, mais parce que, en fait, les gens sont déconnectés. Alors là, je pense que va y avoir un petit retour de réalité, hein, parce Ouais. que on le voit déjà là sur les totaux de Ouais. présélection. Mais tu sais, les gens, ils commençaient tout juste le street. Ouais, moi, je veux faire champion de France. Mais en fait, je pense que dans un an, si t'es pas doué pour être champion de France, en fait, tu seras, enfin, pour faire le championnat de France, tu le feras jamais. En fait, je te le dis Ouais. direct, Mm. tu pourras jamais le faire. Et j'aime bien aussi, je me fais rire tout seul parce que je casse un petit peu des rêves à certains, je pense. C'est comme quand j'avais dit ma théorie des 3 ans. Si dans Ah oui. 3 ans, tu te rapproches pas d'un niveau d'élite, bah, c'est que tu seras probablement jamais élite, même s'il y a des exceptions. Mais voilà. Mais et bah là, c'est pareil en fait. Si là, tu viens nous voir, que ça soit Enzo, moi, Victor, tu me dis j'ai 300 de total, je veux faire les championnats de France. Si t'es pas en moins de 52 femmes, C'est ce que j'allais dire. euh, J'allais dire, attends l'ouverture d'une KT moins de 59 hommes et on verra. ouais, non, mais du coup, je te dirais, fixe-toi peut-être des objectifs beaucoup plus court terme. Peut-être un objectif de total, style un total à 350, un truc qui serait envisageable. Mais tout de suite, tu vois, les gros objectifs, quoi, les trucs vraiment, vas-y, championnat de France, quoi. Puis même, Donc, c'est Bah oui, mais en motivant plus, aussi. alors, tu penses que oui, mais en vrai, non. Non, mais Justement, c'est c'est ce dont motivant dans on le avait. sens où de mettre des sous-objectifs, c'est motivant, tu vois. Ah oui, des Par exemple, sous-objectifs, oui. Oui, oui, ce bloc-ci, je dois bien faire 5 sûr. x 5 à 100 kilos, je sais pas. Bah, Oui, je le oui, bien réussis sûr. et je suis content, tu vois. Non, mais ça, je suis d'accord. Moi, je pensais que tu disais, c'est motivant de se Non. fixer des objectifs très gros Ah non. parce Ah que, non. tu sais, viser la lune pour atteindre les étoiles. Non, justement, comme on en avait parlé avec Marco, souvent, il y en a, leur max au squat, c'est 200 et l'objectif d'après, pour eux, c'est 230. Alors que non, c'est même pas 210, c'est 205, par exemple. Et ça pourrait être 202 déjà. Mais c'est 205. Et ce qui se passe, c'est que vu que eux, leur max c'est 200, ils visent 230. S'ils font 205, s'ils font 210, s'ils font 215, tout ça, ils s'en battent les couilles. Ils sont jamais satisfaits. Parce qu'en fait, ils veulent tellement un objectif, l'atteindre un objectif, un plus, je sais pas combien, pour faire en mode waouh, c'est énorme et tout. Mais on s'en bat les couilles. Justement, là, tu t'empêches d'être satisfait de tout le travail que tu as mené pour arriver à l'atteindre de cet objectif-là. Et souvent aussi, les mecs, vu qu'ils sont toujours en fait à rechercher une progression qui est trop importante, et ben ils finissent par se blesser, les gars. Et après, tu les vois plus, ils régressent et tout. Mm. ouais. Donc ça, Ok. l'atteinte des objectifs, c'est hyper important. L'atteinte des objectifs, enfin, la fixation d'objectifs raisonnables, réalisables. Et mieux vaut se fixer des objectifs qui font rire, tu vois. Mieux vaut justement, tu as 200 au squat et tu te fixes 202,5 que tu as 200 au squat et tu te fixes 250. Mm. Parce que je peux t'assurer que dans un cas, tu seras beaucoup plus content. Parce que peut-être que tu feras 205 et tu te diras, putain, j'ai dépassé 2,5 l'objectif. Ou, alors que par contre, de faire 250 2,5, ça t'arrivera pas. Donc, mieux vaut vraiment avoir des objectifs réalisables, raisonnables,
et en proportion de ce que vous faites déjà. C'est hyper important. Et c'est pour ça que c'est bien de vous fixer des échéances avec des distances de temps pas trop importantes pour mesurer justement dans quelle mesure, dans quelle ampleur vous progressez, quitte à ce que ce soit pas forcément une compétition full RPE 10. Laissez-vous peut-être 4 mois entre deux trucs comme ça. Essayez déjà simplement de battre vos max et peut-être que vous les battrez de pas beaucoup, de peut-être 2,5, de peut-être 5, mais sur le total, ça fera peut-être un plus 10, un plus 15, un plus 20 peut-être. Donc ça sera quand même pas mal. Et peut-être aussi que vous serez RPE 8,5, RPE 9, alors qu'avant, pour faire le total que vous aviez fait, vous l'aviez fait full RPE 10. Donc en plus, ça ferait que vous soyez RPE 8,5, 9 à plus 20. Donc ce serait une bien meilleure progression et en plus, ce sera bien plus sain pour votre corps d'un point de vue justement de ne pas vous blesser, etc., etc. Et psychologiquement aussi. Et moi, j'ai un autre truc à rajouter. Alors, ça va vous faire rire encore. C'est un petit peu dans le même contexte des trucs que j'ai dit avant. C'est que, bon, je vais presque nous auto-saboter en tant que coach. Hein. Donc, vous pouvez arrêter le podcast maintenant. Écoute, il n'y a pas de souci, je vais couper maintenant l'enregistrement. Je te remercie de m'avoir informé. Donc, en fait, aussi, il y a un truc que ça pourrait pas faire l'objet d'un épisode parce qu'il n'y a pas tant à dire que ça. Mais c'est les personnes aussi qui viennent vers des coachs en ayant des attentes beaucoup trop élevées par rapport au coaching, justement. C'est-à-dire que les personnes pensent que, vu qu'elles vont être coachées, donc elles vont être optimisées sur le programme, etc., elles vont exploser. Ok? Ah oui. Spoiler alerte, ça n'existe pas. Voilà. Si, ça peut exister, mais c'est infiniment rare en fait. C'est quand tu as un mec super doué qui s'entraînait n'importe comment. Exactement. Et que toi, du coup, tu lui apprends à bien s'entraîner. Ou un coach qui donne des ordonnances. Voilà, c'est exactement ça. Non, mais c'est ça. Parce que, en fait, moi, des bonnes ordonnances de tout plein de trucs qui finissent par all. Parce qu'on a le cas ici très concret d'un mec qui s'entraînait, je pense, un petit peu à la ZUB et qui a fait sa première 100 kilos au dips dans un parc de street avec des poids de chantier à 16 ans. Ok. Avec des putains de parpaings, le mec. Donc, le mec, il travaille dans le BTP le week-end et il se dit je vais ramener un petit peu de ferraille, un petit peu de ciment et je vais me faire des poids. Quoi. Exactement. Donc, lui, forcément, il a pris un coach. Le mec, il a explosé. Il était déjà très fort. Il était déjà fort. Mais Oui, si, c'est par vrai. exemple, vous venez, vous avez déjà 2 ans de pratique et vous avez 50 au dips, je dis une connerie, parce que ça peut exister. Évidemment. Ça existe largement. Même plus d'années de pratique que ça et moins que ça même. Et donc, faut bien se rendre compte que votre progression, elle sera beaucoup moins importante qu'un mec genre Enzo, tu vois. Donc, voilà, ça aussi, c'est un petit truc que je voulais dire. C'est que nous, notre boulot, c'est de vous optimiser sur plein de paramètres, dont l'entraînement le plus important. Mais il y a des choses aussi qui sont innées. Et, voilà, tu vois. On n'est pas des magiciens. Voilà, moment, en gros, on exploite ce qui est exploitable en fait. Exactement, voilà, c'est ça. Et après, attention, tout le monde peut progresser, mais voilà, tout le monde peut progresser de 5, 10, 15%, mais simplement, 5, 10, 15%, ça s'exprime plus ou moins en fonction de là où on part. Hein. Si tu as 100 ou si tu as 200, 5%, ça fait plus 5 ou ça fait plus 10, quoi. Donc c'est déjà pas pareil. Et puis ça dépend aussi de comment est-ce que tu assimiles aussi le côté technique, tu vois. C'est qu'il y en a qui vont réussir tout de suite, en 2 séances, à appliquer tout ce que tu leur as dit, et d'autres, ils vont mettre 6 mois à comprendre que, il faut gainer pour le squat. Moi, je pensais qu'il fallait être le plus mou possible. Je pensais que l'image, c'était un carambar. En fait, moi, je dirais qu'il y a des bons et des mauvais élèves. Tu sais, je vais faire le sketch des inconnus. Oui. Non, mais franchement, en fait, le truc, c'est qu'il faut que vous preniez ça comme des devoirs. Quand vous faites des retours techniques, moi, je dis toujours, prends un truc pour te noter ce que je suis en train de te dire. Parce que sinon, c'est sûrement des choses que je vais devoir te répéter, que tu vas oublier. Et peut-être qu'avant ta séance, peut-être avant d'y aller, par exemple, relis tes notes. Et comme ça, tu sauras quel focus mettre pendant ta séance.
Et souvent, ces gens-là, bah, ouais, en 2 séances, ils ont réglé le truc technique. Alors que, comme tu dis, Enzo, des fois, il y a des gens, mais tu te répètes pendant 3, 4, 5, 6 mois, quoi. Ouais. Ouais, bien sûr. Donc ça, en fait, bah, après, c'est à vous aussi d'optimiser votre coaching. Nous, on optimise déjà. Après, c'est à vous aussi de prendre ce qu'il y a à prendre au maximum, en fait, de profiter de ce que vous avez comme prestation, quoi. De toute façon, après, ça c'est simple, hein. Les gens qui ne mettent pas en place, je dis ça comme s'ils faisaient exprès, mais c'est pas le cas, mais qui n'arrivent pas, on va dire, allez, même si c'est pas tout à fait ça, parce qu'il manque quand même, il y a un petit fond de pas de bonne volonté, il manque un peu de ça quand même. Mais bref, qui mettent pas en place des trucs alors que ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'on leur dit, c'est parce qu'en fait, c'est des gens, c'est un profil de personnes qui auraient eu besoin d'un coach personnel, d'un coach sur place face à eux, parce qu'il aurait fallu quelqu'un pour, à l'instant où il faisait l'erreur, lui redire non, fais comme ci, fais comme ça, remontrer, refaire, etc. Parce qu'en fait, c'est des gens, tu leur fais Ouais. le retour quand ils font l'erreur et ils te disent OK, OK, machin. Mais quand ils retournent pour refaire une séance avec l'exercice en question, eh ben, ils ont oublié déjà. C'est exactement comme tu l'as dit. Ils n'ont pas ce truc de se dire OK, il m'a dit ça, 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 ça. Donc là, je me concentre de ça sur la chauffe. Ensuite, pour le mettre en place, je me filme entre mes séries pour voir si vraiment je l'ai bien appliqué. Oui, non, oui, bah, ça pourrait être encore un petit peu mieux. Hop, j'essaie de me concentrer plus, etc. Ils font pas tout ce travail-là. Et du coup, bah, en fait, il faudrait qu'on soit tout le temps derrière eux. Sauf que, bon, bah, c'est pas possible. Exactement. Ok, bon, bah, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous likez sur YouTube, sur les autres plateformes de podcast. Vous laissez un commentaire aussi. Si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez qu'on aborde ici, n'hésitez pas non plus. Et puis, bah, sinon, on vous dit à la semaine prochaine, du coup, pour le nouvel épisode. À la semaine prochaine. Parfait, parfait. À la semaine prochaine, yes. Salut. Bye, bye.